Extrait du rapport d'exploration, le 20 février 2012. L'objectif, cartographier le secteur Aquila. Personnel impliqué, Ol Venrick, régiment de Compass Point, The Misfit, Olivia Belrose, botaniste et opératrice de la base Alpha. On dirait que les lumières sont revenues dans les couloirs. Ça ne change rien au fait que nous sommes perdus. Est-ce que tu reconnais quelque chose dans le coin? Je ne vois aucun repère familier. Je pense que vous êtes... Attendez. Qu'est-ce que tu vois? C'est bizarre. On dirait des taches d'herbe au loin. Je crois qu'il y a aussi des fleurs. Des plantes au niveau 1? Ce n'est pas possible. Enfin quelque chose d'intéressant à explorer. Ça vaut vraiment la peine d'explorer, oui. Je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque forme de végétation ici. Absolument pas. Nous n'allons pas là-bas. Cela pourrait être toxique ou quelque chose du genre. Al, je suis une botaniste. C'est mon métier. On va s'en sortir. On ne sait même pas où on est. Nous sommes probablement à des kilomètres de la base. Ce qui veut dire que nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. Qui sait ce qu'elle nous réserve? Ce n'est pas la première fois que les plantes dans les backrooms nous seraient utiles. Je peux y aller seul si vous avez trop peur. Je n'ai pas peur. Écoute Olivia, je ne te laisserai pas y aller. Kat me tuerait s'il t'arriverait quelque chose. Le mieux que je puisse te proposer, c'est de vérifier la base de données des anciens leaders, quand nous serons rentrés, pour voir s'ils étaient au courant. Tu es nul. Je suis prudent. Peu importe. Est-ce que je peux au moins prendre une photo de plus près, avant de partir? Bien sûr, mais ne prends pas trop de temps. Nous devons encore trouver un moyen de rentrer à la maison. Le sous-secteur de la scène 01.3 présente la même configuration que le reste des scènes, à l'exception de la présence d'une végétation abondante. Le sol est tapissé d'herbes hautes et de fleurs de différentes couleurs, tandis que les piliers et les murs sont infestés de lianes qui peuvent parfois même s'étendre jusqu'au plafond. L'origine de cette végétation, ainsi que de la raison de son absence partout ailleurs, est inconnue. Ce sous-secteur se distingue également par l'absence totale d'entités qui semblent éviter comme la peste. Bien que ce fait ait conduit de nombreuses personnes à tenter d'y établir des colonies, aucune d'entre elles n'a donné signe de vie, et est donc fortement déconseillé d'y passer plus de quelques heures. 2 paragraphes. J'ai trouvé 2 paragraphes à ce sujet. Olivia, ça va? Non, je ne vais pas bien. Je n'arrive pas à croire que j'ai écouté Al. J'aurais dû y aller pour moi. Tu es tellement imprudente. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est ce que j'ai besoin de savoir. Olivia, tu ne peux pas aller dans les espaces lumineux au hasard, juste parce qu'il y a quelque chose à étudier. Pourquoi pas? C'est mon devoir. Je suis une chercheuse UMG. Je dois étudier ce que je peux étudier, pour trouver des moyens de protéger les gens contre les dangers de cet endroit. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est ma mission. Je sais à quel point tu es dévoué à aider, mais j'ai peur que ta fixation sur l'aide aux autres te fasse te négliger toi-même. Cela fait 2 jours que tu es revenu de cette mission, et nous n'avons pratiquement pas parlé depuis. Je ne t'ai même pas vu à la cafétéria aujourd'hui. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas penser à autre chose. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Les dirigeants ont mentionné que les entités évitaient les plantes. Cela pourrait signifier beaucoup de choses. Et si c'était un moyen de nous protéger? Je dois y aller là-bas et vérifier par moi-même. Je pourrais faire la différence pour tous ceux qui vivent ici, en trouvant quelque chose pour les protéger. Olivia, s'il te plaît, nous ne savons pas ce qu'il y a là-bas. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, promets-moi que tu n'iras pas là-bas. Je vais y réfléchir. Tu as mangé? Je suppose que non. On peut se retrouver à la cafétéria et manger quelque chose ensemble, pour te faire changer d'avis. Je crois que j'ai faim, oui. Je t'aime, Olivia. S'il te plaît, ne te mets pas en danger. C'était une nuit sans sommeil. Les 2 dernières l'étaient tout autant, mais celle-ci se déroulait différemment. Avec à la fois un désir brûlant de savoir et une honte d'avoir abusé de la confiance de son âme sœur, Olivia prit sa décision. Elle devait retourner dans ces couloirs qui l'obsédaient autant. Et c'est cette nuit qu'elle s'y aventurait seule. C'est ainsi qu'Olivia retourna dans les couloirs, déterminée à retrouver le havre insaisissable qu'elle avait rencontré. Ses pensées remplies d'espoir quant aux découvertes possibles. S'il y avait quelque chose que Jérémy et Eric lui ont appris lorsqu'elle était enfant, c'est bien l'importance des plantes anormales pour la survie des vagabonds. Si certaines n'ont pas duré longtemps, d'autres ont contribué à la survie pendant des décennies, voire des siècles. Alors qu'elle continuait à marcher, la pensée de ses anciens professeurs et gardiens augmentait sa volonté. Leur mort aurait pu être évitée si elle travaillait plus dur, si elle essayait d'aider les gens davantage. Concentrée sur sa carte et ses pensées, Olivia a soudain senti le sol de béton dur, remplacé par le doux craquement d'une parcelle d'herbe. En détournant le regard, la botaniste découvrit un paysage aux multiples couleurs. Un paradoxe lumineux par rapport à la monotonie grise
de l'entrepôt de béton. Elle sentait un air frais qu'elle n'avait pas connu depuis des années, et une douce odeur de nature sauvage lui montait au nez. Elle arrivait à destination. Devant elle se trouvait le jardin de béton. Enfin dans son élément, Olivia s'est aventurée plus loin avec excitation. Comme elle s'y attendait, l'intérieur ressemblait à la photo de la base de données des dirigeants. Il était plein de vie, même des décennies après son dernier enregistrement. Le jardin était toujours aussi fleurissant. Des théories commencèrent à germer dans son esprit, tandis qu'elle regardait autour d'elle et prenait des notes dans son journal. Pourrait-elle découvrir les vestiges d'une ancienne colonie, ou peut-être un niveau extérieur, situé dans la zone habitable? Quelle que soit leur origine, les plans du jardin de béton présentaient une diversité qui a surpris Olivia. Elle reconnut des spécimens provenant à la fois des front rooms et des back rooms, tous originaires de pays ou de niveaux différents, toutes nécessitant des climats contradictoires, mais qui poussaient ensemble dans une dimension dépourvue de soleil et de terre. Comment cela était-il possible? Alors qu'elle prenait des notes et des échantillons, un lot de tournesol au loin a attiré l'attention d'Olivia. Comme une encre, la vue a ravivé le souvenir du dîner qu'elle avait eu avec son âme sœur quelques heures auparavant. La culpabilité a commencé à remplacer son zèle initial pour la connaissance. Que penserait-il d'elle s'il se rendait compte qu'elle était partie sans dire un mot? S'affolerait-il? Essaierait-il de la rejoindre? En parlerait-il à Kat, la suppliant d'envoyer une mission de sauvetage? Tournesol avait raison. Cet endroit était vierge et inconnu. Nul ne pouvait dire quel danger s'y cachait. Il craignait pour sa sécurité, comme toujours. Elle secoua la tête, essayant de se débarrasser de la pensée de son âme sœur. Cet endroit pouvait receler des secrets botaniques, susceptibles de sauver des centaines de personnes. Des plantes aux effets curatifs, des sources de nourriture, des répulsifs. Les possibilités étaient infinies. Les risques en valaient la peine. Elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Prenant une profonde inspiration, elle commença à avancer, essayant de se concentrer à nouveau sur sa mission. Aussi sauvage qu'il puisse paraître près de l'entrée, le jardin de béton abritait de nombreuses ruines, d'établissements abandonnés. Une découverte qui surprit Olivia. Le parallèle avec la documentation des leaders était évidente, mais certaines structures semblaient bien trop anciennes pour avoir été construites par des vagabonds du groupe. Elle coupe une liane d'un pilier, l'arrangeant dans son sac à dos pour l'étudier plus tard. Commençant à sentir son endurance s'épuiser, Olivia en profite pour se reposer sur l'une des clôtures en pierre. Sa pause fut cependant écourtée, car la structure maladroite s'effondra peu après. Mal préparée, elle tomba sur un champ de bleuets, dont le pollen se répandit dans l'air sous l'effet du choc. Désorientée par la chute, la botaniste se met à tousser, essayant d'éjecter le pollen qui s'est infiltré dans ses poumons. Mais ce faisant, son esprit se brouillit et s'imprègne d'un autre souvenir. Des humains en toge qui courent dans tous les sens. Un curabitsure Beard, dévorant un enfant, puis d'autres personnes en fuite, et d'autres oiseaux affamés. La peur était tout ce qu'elle pouvait ressentir dans ses pensées, mais aucune n'était la sienne. Rien de tout cela n'avait été vécu par elle. Pourtant, elle avait l'impression de les avoir toujours gardés. Lorsqu'elle cessa de tousser, les souvenirs s'estompèrent aussi rapidement qu'ils étaient apparus, le pollen ayant disparu. Aucune des pensées insaisissables ne semblait plus personnelle. En essayant de comprendre les détails, Olivia se rendit compte qu'elle pouvait à peine se les rappeler. Désireuse de comprendre ce qui s'était passé, Olivia se dirigea vers un autre buisson de fleurs et fredonna, essayant de revivre l'expérience. Comme prévu, elle sentit quelque chose d'étrange pénétrer son esprit. Cependant, à sa grande surprise, le souvenir n'évoquait pas un peuple ancien ou des oiseaux, mais un agent, des leaders, littéralement enracinés dans le sol. En repensant à la base de données, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas de simples plantes. C'étaient des souvenirs vivants de ceux qui étaient morts. Olivia ressent un vide dans son esprit, quelque chose d'important sur lequel elle ne pouvait pas remettre la main, lors du dîner. Pourtant, le seul souvenir qui lui traversait l'esprit était celui des tournesols. Reculant précipitamment, elle courut vers ceux qu'elle avait croisés, il y a une heure à peine. Peut-être que revisiter l'endroit l'aiderait à retrouver ce qu'elle a oublié. Les fleurs n'ont pas changé d'un iota. En les voyant de loin, Olivia pensa à son partenaire tournesol. Non, rappelle-toi, n'est-ce pas déjà arrivé? Pendant une heure, Olivia avait perdu l'amour de sa vie. Elle s'en rendit compte. Le niveau cultivé des souvenirs, et le sol était le sien. Elle s'était emparée de ses pensées pour les répandre, comme elle l'avait fait avec tant de gens dans le passé. Pourquoi était-elle encore là? Olivia regarde les tournesols, mais à sa grande horreur,
Son regard s'arrêtait sur une rose en fleurs, sur sa jambe droite, qui lui avait transpercé la peau. Le jardin de béton n'était pas seulement en train de voler ses souvenirs, il était en train d'amalgamer son identité même. Le cœur d'Olivia se mit à battre plus vite, et elle se mit à courir, cherchant l'entrée du jardin. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se perdre plus profondément dans le complexe labyrinthique. Dans sa précipitation, elle trébucha sur une racine et tomba sur le sol mou et herbeux. Elle sentit les épines et les pétales sur son corps, lui rappelant le sort effroyable qui l'attendait. Olivia se dégagea du sol et tenta de se relever, mais ses muscles étaient absents. Alors qu'elle restait sur le sol, son anxiété augmentait de plus en plus, puis tout, progressivement, s'estompa dans l'obscurité. Enregistrement de l'infirmerie de la base Alpha du MEG, du 23 février 2012. Ce journal sera supprimé dans 24 heures, à la demande du superviseur B. Après 14 heures de coma, Olivia ouvre les yeux sur un lit d'hôpital. Elle commence à bouger lentement la tête, ce que remarque Tournesol, l'un des 3 individus présents dans la chambre, qui se précipite vers elle. Ou, qu'est-ce qui s'est passé? Olivia, que la lune soit bénie. Tu es vivante. En entendant Tournesol, Catherine Zimal, superviseur B, se précipite également vers le lit. Tu te sens bien? Un peu. Où sommes-nous? Tu es de retour à la base Alpha. À quoi pensais-tu, Olivia? Tu explores les backrooms depuis bien plus longtemps que moi. Tu connais les ficelles. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas entrer dans des niveaux à peine explorés. Catherine, ce n'est pas le moment de lui faire des reproches. Elle est en train de se rétablir. Olivia soulève la couverture, à la recherche de traces de plantes, soulagée de ne rien voir. Elle regarde à nouveau, en direction de Tournesol. Comment est-ce que tu as fait pour me retrouver là-bas? Allez, tu croyais vraiment que je ne m'attendais pas à ce que tu essaies d'y aller? Cela fait 2 jours que tu en parles. Et je sais que tu aimes quitter la base Alpha le soir. J'ai parlé à Kat, et nous avons convaincu Megan de m'aider, puisqu'elle connaissait déjà le chemin. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû y aller seul. Je ne voulais pas rater quelque chose qui pourrait nous aider. Je sais, mon amour. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité maintenant. Tu nous as quand même bien fait peur. Qu'avez-vous découvert là-bas? Catherine, ce n'est pas le moment. Non, je comprends. Donnez-moi juste 1 minute. Olivia s'arrête de parler pendant quelques longues secondes, reprenant ses forces. Eh bien, en fait, les plantes ne sont pas réelles. Ou du moins pas naturelles. Ce sont des sortes de souvenirs. Il les éloigne du vagabond et les fait fleurir. C'est ce qu'il a fait à mes souvenirs. Et il transforme aussi les gens, n'est-ce pas? Je crois. Je ne suis pas sûr. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti. L'un des souvenirs concernait un agent des leaders, enraciné dans le sol. Ce qui est logique. Il s'agit donc d'une base de données végétales de souvenirs? Votre petite escapade était réfléchie. Mais il semble que vous avez raison après tout. Cet endroit pourrait nous aider à comprendre les backrooms. Grâce à ces souvenirs, nous pourrons peut-être trouver un moyen d'éviter des dangers. Même si j'ai fait ça pour aider, je ne pense pas que nous devrions perturber cet endroit. Pourquoi? N'est-ce pas pour cela que vous avez risqué votre vie là-bas? Je ne veux pas que votre expérience de mort imminente n'ait servi à rien. Je n'ai pas eu le temps de ressortir plus de souvenirs. Mais l'un d'entre eux montrait des gens, d'il y a longtemps, essayant de fuir à quelque chose. Mais il n'y avait pas encore de végétation. Et comme il fallait qu'ils soient dans le sous-niveau, pour que leurs souvenirs soient là. Vous voulez dire que c'est peut-être le début du jardin de béton? Eh ben, les backrooms agissent de manière mystérieuse. Et j'ai l'intuition que ce qui a déclenché cela l'a fait pour le préserver. Cela expliquerait aussi pourquoi les entités ne peuvent pas y entrer, et pourquoi les personnes suivantes y sont fusionnées. Vous voulez donc dire que nous devrions préserver leurs souvenirs? C'est ce qu'elle dit exact. Ce niveau est en fait une tombe. Mais on ne devrait pas perturber les tombes. Oui, je pense que ce serait un manque de respect pour les personnes qui sont mortes ici, quelle que soit la catastrophe qui s'est produite. Le MEG concerne l'humanité. On ne devrait pas manquer de respect au passé. Mais cet endroit est pratiquement sûr d'être découvert par d'autres vagabonds, ou d'autres groupes. Comment pourrions-nous les empêcher? Sans compter que certaines personnes pourraient vouloir en tirer profit, qu'elles connaissent ou non l'histoire qui se cache derrière. Je suppose que nous pourrons toujours leur mentir. Je n'aime pas faire ça. Mais ce n'est pas la première fois que nous aurions des informations classifiées. La base de données des dirigeants en avait aussi. Qui a dit qu'il fallait mentir? Le niveau transforme les gens en plantes, peu de temps après leur entrée. Je dirais que c'est suffisant pour inciter les gens à l'éviter. Je veux dire, je suppose que l'on peut toujours le mentionner dans l'article du niveau 1. Nous l'avons fait pour le secteur Uroboros, lorsque les Misfits l'ont trouvé. C'est le moins que l'on puisse faire. Nous ne sommes pas obligés de rendre l'information publique. Catherine, maintenant que tout est réglé, je vais rester seul avec elle. Je veux juste m'assurer qu'elle se repose un peu. Bien sûr, je comprends. De mon côté,
Je veillerai à ce que votre souhait de protection soit respecté, Olivia. Olivia se contente de sourire à son ami et quitte l'infirmerie, laissant la botaniste avec son partenaire. Secteur du jardin. Ne te laisse pas tromper par les couleurs verdoyantes et la vie fluorescente. Parmi les nombreuses parties de la zone habitable, le secteur du jardin est l'une des rares à ne pas convenir à la vie humaine. Envahi par la végétation depuis des temps inconnus, le secteur du jardin a un effet plutôt inhabituel sur la vie humaine. Si vous y restez ne serait-ce qu'une heure, vous commencerez à vous tordre, vous transformant progressivement en une plante, comme beaucoup d'autres dans le passé. Si vous trouvez l'entrée du jardin de béton, évitez-la comme la peste. Il est bien plus facile de s'occuper de la géométrie non euclidienne et de la liminalité que de se perdre dans une nature mortelle. Un cœur de ténèbres. L'approche du cataclysme. Le quartier rouge. Le niveau 11.3 est un enfer d'acier et de verre irrémédiablement corrompu, descendant maléfique de la ville infinie. Il est ouvertement malveillant et répand son essence fétide dans le ciel nocturne sans lune. Depuis les lumières cramoisies de la métropole, située en contrebas, piquant de haine et de désespoir, l'air y possède une propriété psychoactive qui déclenche des hallucinations visuelles et auditives, à la fois décrites comme vives, effrayantes. Elle augmente la vulnérabilité aux suggestions et aux manipulations extérieures. Le contaminant atmosphérique responsable de ces effets a jusqu'à présent échappé à la détection, mais il peut être atténué par le port d'une couverture faciale ou d'un masque. Les températures varient d'une humidité étouffante à une brume glaciale. Les précipitations sont connues et s'accompagnent parfois d'éclairs rouges. Le plan d'ensemble du quartier rouge semble être un amalgame de plusieurs styles de développement urbain. La périphérie de la ville présente des structures de faible et moyenne densité, telles que des petits appartements, des entrepôts et des propriétés commerciales. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le sous-sol, la jungle de béton gagne en densité. Les petits immeubles de plusieurs étages cédant la place à de grandes tours de bureaux et à des tours d'habitation. Bien que l'électricité fonctionne dans de nombreuses zones, les ressources sont considérées comme rares. Les réseaux d'eau ne fonctionnent pas dans tout le niveau 11.3. Les bâtiments explorés par les vagabonds sont presque toujours complètement nus et vidés, comme s'ils avaient été nettoyés et abandonnés. En raison des risques associés à la traversée de ce sous-niveau, seules quelques expéditions ont été autorisées par le MEG. Par conséquent, sa taille globale n'est pas claire, bien qu'il y ait des signes qu'ils sont en train de s'étendre. Les habitants du niveau 11 prétendent parfois que le quartier rouge recèle de puissants artefacts, mais cela n'a pas été prouvé. Une exploration indépendante est inutile, très dangereuse et totalement déconseillée. Le niveau 11.3 est occupé par une légion de servants. Le sous-niveau sert de point de ralliement pour ceux qui sont liés aux caprices des ambassadeurs. Bien qu'ils conservent leur peau cendrée et leurs yeux teintés de rouge, les servants du quartier rouge présentent une hiérarchie rudimentaire. Les entités que l'on trouve à la périphérie sont généralement sales, avec des vêtements ébouriffés, abîmés ou en lambeaux. En revanche, les vagabonds assez chanceux pour survivre à des excursions profondes dans la ville décrivent les servants qui s'y trouvent comme propres, bien habillés, est beaucoup plus difficile à éviter. On suppose que, à l'instar d'un animal de compagnie, ces servants ont leur faveur de leurs ambassadeurs respectifs, en raison de leur attitude physique, de leurs compétences individuelles ou de la longévité de leurs liens. La plupart des servants du niveau 11.3 ne sont pas immédiatement hostiles aux vagabonds. Au contraire, les entités traquent généralement en groupe les vagabonds qu'elles rencontrent. En général, les servants les suivent de loin, sans les gêner directement dans leur progression. Ils tentent de coincer l'intrus dans les ruelles sans issue, de le piéger à l'intérieur d'un bâtiment ou de laisser la paranoïa et la fatigue s'installer. Lorsque l'occasion de frapper se présente, les servants s'empressent de capturer et d'immobiliser leur proie. Il n'y a pas d'humain dans le quartier rouge. Si vous en rencontrez un, ne paniquez pas si vous êtes repéré, car la peur vous envahira et vous consumera rapidement. Évitez les espaces clos et ne vous reposez pas. Ne vous battez qu'en dernier recours. Ne vous laissez pas capturer vivant. Oh, magnifique. Un autre qui passe par le vortex. Bienvenue, jeune homme. Où suis-je? J'étais avec la dame. Où est-elle? Ah, j'ai bien peur que la fille ne soit pas ici avec nous. Elle a ses propres obligations, comme nous tous. Mais elle a promis que nous rentrons à la maison ensemble. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Pas encore, du moins. Nous n'avons pas encore atteint le paradis. Mais en attendant, ceci est un substitut convenable. Pourquoi elle n'est pas là? Elle a dit qu'elle m'aimait. Vous l'avez capturée. Ça va être ça. Je devais la sauver. Laissez-lui une minute. Son enchantement peut être très fort.
Que c'est... Quoi? Qu'est-ce que je disais? Et voilà, bon retour. Je suis un peu jaloux de l'étendue de son pouvoir. Mais nous sommes tous différents pour une raison. Maman nous a rendus parfaits. Où suis-je? Comment je suis arrivé ici? Regarde en haut, mon garçon. C'est le vortex, un passage à travers les royaumes. Les niveaux, comme vous les appelez. Vous êtes venus de ce trou orageux dans le ciel. Grâce à la fille, bien sûr. Je ne comprends pas. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Quant à savoir où vous êtes, eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. Suivez-moi. Waouh, c'est tout rouge ici. Merveilleux, vous ne trouvez pas? Comment vous appelez-vous? Youssouf. Youssouf, vous avez deux options. Vous pouvez jurer fidélité et servir, ou vous pouvez essayer de résister et être réduit en esclavage pour l'éternité. Servir quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de m'en aller? Vous êtes juste un cube flottant bizarre? Il serait difficile de s'échapper. Nous sommes au cœur de votre nouveau monde, un bastion d'ordre et de beauté, un endroit envahi par nos forces. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis? Je suis un prophète et j'entrevois un monde nouveau. En ferez-vous partie? Après la découverte de la cassette de Youssouf, l'idée d'un nid dans lequel résideraient à la fois des ambassadors et des servants a commencé à être envisagée. Les archivistes du MG se consacrèrent à collecter et examiner des rapports oubliés, des contes populaires et même des légendes faisant référence à des cubes flottants, divers textes faisant allusion à la capitale rouge, une pourriture cramoisie et ténébreuse qui maudissait toutes les grandes civilisations naissantes. L'accent était mis sur le défrigeage d'une série de tablettes retrouvées au niveau 46 et considérées jusqu'alors comme dénuées de sens. Ces tablettes montraient des groupes de personnes vénérer des figures cubiques, une ville construite dans un style architectural jamais vu dans les constructions des anciens, et ce qui semblait être une paire de mains, effaçant le soleil. L'enquête s'est ensuite concentrée sur le niveau 11, car les bâtiments décrits dans les tablettes semblaient ressembler à ce que l'on pouvait trouver dans la ville infinie. Cela a finalement conduit à la triangulation du quartier rouge, et les efforts d'exploration ont rapidement été lancés. Situé dans les profondeurs du sous-niveau, l'ambassade est un lieu où les ambassadors sont souvent présents. L'installation est centrée autour d'une structure en forme de dôme, semblable à un hôtel de ville ou un bâtiment de la capitale, et son apparence est particulièrement élégante. Les serviteurs patrouillent dans les rues, proches du complexe, et attaquent tous les vagabonds qui s'y trouvent. Rarement vus par les humains, un bourdonnement sadique émanerait de ces couloirs tortueux, dont la signification est aujourd'hui inconnue. Le vortex est une manifestation en forme de portail, situé à un endroit inconnu du niveau 11.3, et n'a jamais été vu directement, et son existence n'est connue que par des références de Chair, ressemblant à un grand tourbillon perpétuel de nuages dans le ciel. On dit qu'il s'agit d'une tempête éternelle, d'où jaillissent souvent des éclairs rouges. Le vortex est beaucoup plus proche du sol qu'un orage ne l'est normalement. Cependant, il se trouve toujours à une hauteur considérable, d'où l'on peut tomber, et la plupart des gens pensent qu'il ralentit la descente de ceux qui en sortent. Il est communément admis que cette porte sert de sortie à ceux qui sont trompés par l'entité du niveau 6.2, bien que l'on ne sache pas s'il existe un autre moyen d'y accéder. Il est possible d'accéder au niveau 11.3 depuis le niveau 11, en s'aventurant à la périphérie de la ville et en cherchant des ruelles sombres, des bâtiments aux fenêtres rougeoyantes ou des ponts qui semblent gardés par des servants ou des ambassadors. Les personnes séduites par le niveau 6.2 sont finalement emprisonnées dans le quartier rouge. Il est probable qu'il existe d'autres points d'accès qui est à ce jour inconnu. On peut quitter le niveau 11.3 en se rendant à sa périphérie. On y trouve des ponts qui s'étendent à l'infini au-dessus d'une grande étendue d'eau. Ces ponts permettent de quitter le quartier rouge et d'accéder au niveau 11. Soyez prudents, car ils sont généralement gardés pour empêcher toute fuite. D'autres sorties sont envisagées, mais restent indéterminées. Vous nous entendez? Est-il temps? La prophétie est finalisée. Nos forces sont prêtes. La victoire est certaine. Elle est unanime. Nous sommes prêts. Nous demandons conseil. Quelle est votre volonté? Nous allons commencer, mère. Le niveau 2 FR est une grande fosse de forme circulaire s'étendant verticalement sur des millions de kilomètres de profondeur. Les contours de cette fosse sont en béton d'une couleur grise semblant assez neuf, mais ayant quelques fissures selon les endroits. La fosse est principalement éclairée par des lampes fixées le long des murs. Pour descendre ou monter dans la fosse, des échelles métalliques sont attachées aux parois en béton. La forme globale de la fosse varie énormément, passant de formes d'entonnoir à des formes cylindriques. Au plus rarement, elle prend des configurations ayant des contours irréguliers. On peut voir avec les différentes images prises par le MG que la fosse est souvent un environnement très chaotique. Elle change également souvent de taille, son diamètre pour en devenir jusqu'à 8 fois plus grand ou se rétrécir énormément. Les différentes configurations rendent les échelles difficiles à utiliser. Elles peuvent parfois se retrouver complètement retournées, ce qui peut bloquer certains vagabonds
lors d'une descente ou d'une montée. De temps en temps, lorsqu'on se déplace dans la fosse, on peut arriver sur une sorte de plateforme qui ressort des murs et qui longe tout autour de la paroi. Cette plateforme permet d'accéder à de nombreuses portes. Si vous remarquez que la fosse n'a plus de lampe accrochée au mur, il faut absolument remonter pour trouver une autre plateforme, car beaucoup de disparitions ont eu lieu lorsque des personnes sont descendues dans les parties sombres de la fosse. Si vous empruntez les portes accessibles depuis la plateforme, vous pouvez tomber sur de nombreuses parties différentes du niveau. Souvent, les portes vous donneront accès à des couloirs qui vous mèneront à d'autres fosses. Il existe donc en réalité plusieurs fosses qui sont reliées entre elles. En plus des couloirs, il y a de nombreuses salles intermédiaires qui sont complètement vides. Ces pièces peuvent vous mener à d'autres endroits, comme les zones de ravitaillement, les glissades, les coupoles et les zones perdues. De longs tuyaux plus ou moins épais longent parfois les murs de la fosse et sont très instables. Ils sont généralement très bruyants et peuvent exploser à tout moment. Si cela arrive, le tuyau libérera un gaz toxique s'apparentant à du phosgène, ce qui est très dangereux pour toutes les personnes qui se trouvent à proximité. Les zones de ravitaillement sont accessibles de plusieurs manières. Si vous passez par les glissades, la probabilité d'arriver dans cette zone est assez élevée. Mais il est aussi possible d'y arriver en passant simplement par une porte le long des rebords des murs de la fosse. Dans ces pièces se trouvent seulement de rares meubles, abîmés par le temps, dont des tables et des armoires vides. Certaines de ces salles contiennent parfois divers objets abandonnés, comme des batteries, des marteaux, des perceuses, des barres de fer, des briquets, des tuyaux en inox, des cordes, du scotch, des lampes de poche, des bidons d'huile, des piles usagées, des cassettes vides ou encore des feux d'artifice, etc. Parmi ces objets se trouvent aussi de petits caissons métalliques contenant de l'eau d'amande et de la nourriture. Il n'y a que dans ces salles que vous trouverez ces objets, car dans tout le reste du niveau, il est impossible de trouver quoi que ce soit, à part des gravats de béton. Il semble que plus on s'éloigne des fosses, moins il y a de provisions. Les glissades sont des sortes de toboggans linéaires, accessibles par un trou rectangulaire dans les murs. Elles ne changent jamais de direction, et ce sont les meilleurs moyens de circuler rapidement dans le niveau. Mais elles peuvent également être très dangereuses, si leur destination est inconnue. Dans 85% des cas, les glissades vous mènent à des endroits de ravitaillement, mais dans les 15% restants, elles peuvent vous jeter dans la fosse de façon inattendue. Il vaut mieux descendre ces glissades en étant très prudent, surtout si vous ne connaissez pas leur destination. Elles font en moyenne entre 20 mètres et 5 km, même si d'après certains vagabonds, il y en aurait déjà eu de plus de 10 km, mais cela n'a jamais été confirmé. Certaines salles suffisamment éloignées des fosses, après avoir traversé de nombreux dédales de pièces vides, peuvent vous amener à de grandes salles, avec un plafond en forme de coupole. Ces étranges salles ont la particularité d'être sans aucun danger et sans aucune entité. Au milieu de ces salles, il y a un trou de 2 à 3 mètres de profondeur, accessible par un escalier. Dans de rares cas, le trou au milieu de ces salles peut être rempli d'eau distillée. On peut y aller sans danger, mais il est déconseillé de boire l'eau en question. L'existence des coupoles a été rapportée lorsqu'une colonie inconnue a pris un grand nombre de photos de l'une d'entre elles en 1962 et qui a décidé de les garder pendant 4 ans avant de les transférer au MEG en 1996. Les tranches libres sont très rares à trouver et sont décrites comme très différentes du reste du niveau par la plupart des vagabonds qui les ont explorées. Ce sont des sortes de vides qui coupent horizontalement une partie du terrain de plusieurs kilomètres sur une hauteur de 2 mètres, ce qui permet de circuler sans problème et d'avoir accès à plusieurs fosses facilement. Il est très sombre dans cet endroit extrêmement vaste. La seule source de lumière qui peut vous guider provient des fosses aux alentours. Les zones perdues sont généralement trouvées après de nombreux jours de descente dans les fosses. Elles ressemblent à diverses configurations étranges en béton, avec de nombreux débris dans tous les recoins. La poussière est omniprésente et la visibilité y est difficile. Lorsque vous arrivez dans ce genre d'endroit, essayez de remonter la fosse ou de trouver une issue par les glissades. Les vagabonds qui se sont retrouvés ici n'ont presque jamais été retrouvés. Certaines personnes considèrent que ces zones sont plus dangereuses que la fosse en elle-même, et de nombreux débats ont encore lieu à ce sujet. Elles ont été découvertes pour la première fois en 1963, lorsque des vagabonds voulaient aller dans le niveau 140, mais sont finalement arrivés dans les zones perdues par erreur. Ils ont dû marcher pendant 6 jours pour enfin trouver une glissade qui les a menés dans une zone de ravitaillement. C'est la première fois que des vagabonds avaient parlé de l'existence de ces zones. Il est parfois possible de tomber sur des panneaux trompeurs dans le niveau. Ils se trouvent toujours près d'une glissade ou dans des salles de passage. Ce sont des panneaux au fond blanc, avec une écriture rouge qui vous indique d'aller dans certaines directions. Mais ne les suivez jamais car c'est un piège. Ils vous feront prendre des glissades dangereuses, ou bien ils vous mèneront dans des zones perdues, sans possibilité de détour.
Il y a beaucoup d'entités différentes qui se baladent dans le niveau. Dans les dédales de salles accessibles par les portes de la fosse, se trouve le plus grand nombre d'entités comme des facelings ou des Huns. Un grand nombre de smilers ont été signalés dans les pièces, menant aux glissades. Et il est supposé que dans les parties sombres des fosses, s'en trouve une grande quantité également. Les Death Modes sont présents dans les zones perdues, et sont particulièrement agressifs. Plusieurs colonies et avant-postes sont présents dans le niveau. La colonie principale du niveau 2 FR est la première colonie à avoir réellement exploré le niveau 2 FR. Il s'agissait au départ d'un groupe de vagabonds, en 1965, qui se sont décidés à découvrir et documenter le niveau en profondeur. Cette colonie existe encore et compte aujourd'hui entre 120 et 140 membres. Ils sont ouverts au commerce et proposent de l'aide aux vagabonds non expérimentés. C'est grâce à eux que la documentation sur ce niveau est aussi grande. Le MEG a quelques avant-postes dans le niveau, mais leur nombre exact reste inconnu. Il y a beaucoup de contacts avec la colonie principale du niveau 2 FR, et s'entraident dans de nombreux cas. La colonie des prisonniers recherchés est un groupe activement recherché par le MEG, pour les nombreux crimes et vols qu'ils ont commis envers des avant-postes dans plus de 30 niveaux différents. Ils se cachent actuellement dans le niveau 2 FR. Il s'agit d'un groupe de 9 personnes, toutes très dangereuses, qui ont été prisonniers avant d'arriver dans les backrooms. Il existe un grand nombre d'entrées et de sorties dans le niveau 2 FR. Il est fort possible que certaines d'entre elles n'ont pas encore été découvertes. Tomber dans un trou au niveau 1 FR vous emmènera dans une zone au hasard du niveau. Il s'agit de l'entrée principale du niveau 2 FR. Passer par une porte au niveau 25 FR peut vous mener à une salle intermédiaire de ce niveau. Passer dans un trou irrégulier du niveau 114 FR vous amènera sur la plateforme d'une fosse. En marchant suffisamment dans le niveau 6, vous avez une petite chance d'arriver dans les tranches libres. No clipper à travers une barrière dans le sol pour vous mener au niveau 3 FR. Il s'agit de la sortie principale du niveau 2 FR. Être emporté dans un éboulement quand vous êtes dans des zones perdues peut vous faire no clipper au niveau 92 FR. Si vous trouvez un passage dans les piscines des coupoles, il pourra vous amener au bassin d'orage du niveau 239 FR. Les passages dans les piscines de coupole peuvent également vous guider vers un toboggan aquatique qui vous amènera dans le niveau 5 FR. Passer par un passage dans une piscine des coupoles peut également vous amener au niveau 37. Si vous trouvez d'autres entrées ou sorties, merci de les indiquer en commentaire de cette vidéo pour renforcer les renseignements sur ce niveau. Tout le monde connaît les backrooms, ou du moins leur surface. Tout le monde sait qu'elle est inéluctable. Tout le monde sait que le seul moyen d'y échapper est la mort. Et la partie la plus horrible des backrooms est que vous pouvez mourir partout, que ce soit de faim ou d'être tué par une entité. Mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les backrooms, eh bien, les backrooms sont difficiles à décrire. Vous pouvez arriver dans les backrooms en sortant de la réalité, ce qui est très déroutant. Les backrooms sont une réalité différente, existant et se trouvant à l'intérieur du cosmos. Ceux qui y sont transférés sont condamnés pour l'éternité, la seule issue étant la mort. Les backrooms sont un paysage d'enfer sans fin, rempli d'espaces liminaux et de monstres qui rôdent à proximité. Imaginez que vous tombez à travers le sol, disparaissant ainsi de la terre. Pourtant, personne ne vous remarque. Personne ne remarque votre disparition. Vous avez été oublié, et vous êtes maintenant coincé dans les backrooms pour toujours. Mais il y a plus qu'il n'est paraît. Imaginez que vous avez accidentellement no clippé, et que vous êtes maintenant piégé dans les backrooms, sans aucun moyen d'en sortir. Vous êtes accueilli par la folie du mono jaune, et le seul chemin que vous pouvez emprunter est celui de l'avant. Vous devez accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si elle est étrange ou dangereuse. C'est la première réaction typique, mais typique ne veut pas dire toujours. Tout au long de votre voyage, vous allez rencontrer beaucoup de choses, qu'il s'agisse de d'autres personnes comme vous, ou de quelque chose de totalement inconnu, peut-être assoiffé de sang. Lorsque vous entrez pour la première fois dans les backrooms, vous êtes effrayé et paranoïaque. Vos yeux regardent instantanément partout, comme si quelque chose ou quelqu'un était tapé à proximité, se cachant de vous, ou peut-être préparant une attaque. Vous vous rendez compte, en entrant dans les backrooms, que vous n'êtes pas familier avec votre environnement. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous entoure. Alors que vous continuez à explorer les vastes espaces liminaux des backrooms, vous commencez à vous habituer à votre nouvelle vie. Pourtant, vous êtes toujours paranoïaque. Vous avez toujours peur des choses qui continuent à rôder dans les backrooms, attendant peut-être que vous devenez vulnérable, attendant le moment parfait pour frapper. Même si vous connaissez tous les tenants et aboutissants, tous les coins et recoins des backrooms, cette peur demeure, cachée au plus profond de votre cœur ou de votre âme. Imaginez maintenant qu'un jour, sans crier garde,
vous soyez muté dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Plutôt effrayant, n'est-ce pas? Et s'il n'y avait que des fournitures éparpillées sur le sol? Et s'il n'y avait pas d'entité? C'est moins effrayant, non? Maintenant, que se passerait-il s'il n'y avait pas de sol? S'il n'y avait pas de fournitures? Pas d'entité, pas de couleur, rien du tout. Vous éclaterez en sanglots. Vous auriez peur pour votre vie. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant le cas, et vous le savez. Vous savez que c'est vrai. Même si vous ne voulez pas que ce soit le cas, tout est possible. Souvenez-vous, si vous n'êtes pas prudent et que vous tombez hors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms. Il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du mono jaune, le bruit de fond sans fin des lampes fluorescentes au maximum de leur bourdonnement, et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées de manière aléatoire, dans lequel vous pourrez être piégé. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car cette chose vous a certainement entendu. C'était la première preuve de l'existence des backrooms, mais les backrooms ne se limitent pas au niveau 0. Il y a bien d'autres niveaux qui se cachent dans les profondeurs. Ils attendent que vous devenez fou. Ils attendent que vous mourrez d'une mort douloureuse. Ils vous accueillent à bras ouverts. Je me demande, si votre vie dans les backrooms était un roman, choisis ton aventure, quelle serait la véritable mauvaise fin? Qu'est-ce que pourrait être le pire destin? Il y a beaucoup d'options qui pourraient entrer dans la catégorie mauvaise fin. Mais qu'est-ce qui est vraiment considéré comme le pire? Les réponses sont nombreuses et variées. Certains disent qu'il pourrait s'agir de la mort elle-même, qu'elle soit rapide ou lente. Vous ressentirez une immense douleur pendant des heures, voire des jours, mais vous ne pourrez rien faire, car vous êtes mort. Lorsque vous êtes mort, vous laissez tout derrière vous. Votre famille, vos amis, vos provisions durement gagnées, ou simplement votre expérience globale. Lorsque vous êtes mort, vous laissez complètement votre vie derrière vous, et vous entrez dans un royaume qui semble n'être que ténèbres. Certains disent que c'est peut-être la folie. En parcourant les interminables couloirs des backrooms, vous rencontrerez beaucoup de morts. Vous deviendrez de plus en plus paranoïaque et effrayé. Et bientôt, vous serez au bord de la mort, votre santé mentale complètement épuisée. Votre visage commence à se déformer et à se rider. Vous avez perdu toute notion de vous-même. Vous n'êtes plus un être humain, mais un monstre horrible. Les gens que vous avez connus ne vous reconnaîtront plus et n'hésiteront pas à pointer leurs armes ou leurs couteaux sur vous. Que penserez-vous de cela? Certains disent qu'il pourrait s'agir du Void, ou de The Broken, ou quelque chose de similaire. Vous êtes condamné à tomber dans un paysage d'enfer infini. Tout est vide. Il n'y a pas de sol, pas de plafond, pas d'air. Même la mort n'existe pas dans ces niveaux. Vous êtes juste condamné à tomber, tout seul pour l'éternité. Essayez d'imaginer cela. Serait-ce le pire destin pour vous? Ou quelque chose d'autre? Certains disent qu'il pourrait s'agir du niveau -399. Peut-être l'un des tours les plus cruels joués à l'homme. Imaginez la liberté devant vous. Mais au lieu de cela, vous êtes transféré dans une fausse réalité, imitant complètement les propriétés de ce qui était votre maison. Le niveau vous torture lentement, vous nourrissant de souvenirs de votre passé honteux, provoquant des choses anormales dans cette fausse réalité. Et bientôt, le niveau vous dévore d'un seul coup. Toutes ces fins sont proches du pire, très proches même. Mais il y a quelque chose de pire, le véritable pire destin, qui se trouve sous un endroit que personne ne pensait pouvoir atteindre. Le pire destin, également connu sous le nom de mauvaise fin ou destin inévitable, est un niveau théorique, considéré comme un simple mythe. Mais pour les personnes qui travaillent dans le projet Nomalverse, c'est une frontière. Le pire destin est très difficile à expliquer. Pensez à la pire chose qui pourrait vous arriver. Le pire destin est quelque chose de bien pire, quelque chose de bien plus sinistre et horrible que la simple mort ou la solitude. Voilà ce qu'est le pire destin. Le pire destin n'est accessible qu'à ceux qui n'ont rien à perdre, ceux qui ont tout perdu, leurs biens, leurs souvenirs, leurs amis, ceux qui ont d'une certaine manière dépassé la folie, ceux qui ont été poussés jusqu'à leurs limites, jusqu'au point de non-retour, ceux qui ont enduré d'innombrables souffrances et tortures, ceux qui ont été au bord de la mort. Seules ces personnes peuvent accéder à ce niveau, où elles devront subir des blessures physiques et mentales extrêmes. Mais à quoi cela ressemble? Les gens ne peuvent que spéculer sur ce que c'est, mais ils savent tous qu'ils ne peuvent pas deviner avec précision. Après tout, il s'agit du pire destin. Le pire destin pourrait être un espace complètement vide. Le néant, rien du tout, aucune forme de vie. Cela ressemble beaucoup au Void, non? Mais que se passerait-il si vous deviez subir d'interminables étapes de torture, sans jamais mourir et sans jamais vous échapper? C'est du moins ce que vous pensez.
Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas échapper à ce qui est généralement considéré comme le destin. Vous pensez peut-être que le destin est inévitable. Mais non, il existe un moyen d'échapper à votre destin. Il en existe un, car des trous blancs et lumineux peuvent paraître dans le ciel et briller vers vous. Nagez sur des milliers de kilomètres et vous pourrez saisir cette chance de vous échapper. Vous ne vous en sortirez peut-être pas vivant, mais si vous y parvenez, vous serez renvoyé à la réalité, ou peut-être vous serez encore une fois trompé. Si vous vous trouvez dans ce scénario, tenterez-vous votre chance pour échapper au destin? Ou resterez-vous immobile, alors que vos souvenirs s'effritent, ne laissant que votre âme intacte, errant aveuglément dans le vide éternel? C'est à vous de décider. Vous vous réveillez et vous ne savez plus où vous êtes. Vous êtes tombé dans un gouffre et vous êtes mort. Certes, pas de manière classique, puisque votre cœur bat et que vous pouvez toujours vous déplacer sans difficulté. Mais comment? Cette question reste dans votre esprit, jusqu'à ce que vous rencontrez quelque chose d'étrangement anormal. C'était vous-même. Il semblait être un clone de vous, et il imitait chacun de vos mouvements. Vous essayez de le tromper, en faisant le poirier, mais il se contente de vous rire au nez. Vous essayez de l'arrêter, mais il continue à se moquer de vous. Vous commencez à réfléchir à votre passé, à la façon dont vous traitiez les gens à l'époque, ce qui vous a permis d'en arriver là. Vous vous sentez triste, déprimé, comme s'il manquait quelque chose. Soudain, des hologrammes de personnes mortes que vous avez rencontrées dans votre vie vous entourent en se tenant la main. Ils étaient transparents et pleins d'imperfections, mais visibles par vos yeux humains. Ils répètent sans cesse la même chose. C'est de ta faute. Vous commencez à devenir fou et vous entrez dans une phase de déni. Vous essayez d'attaquer les hologrammes, mais hélas, cela échoue. Les hologrammes se transforment lentement en entités, mais le chant continue encore et encore. Les entités vous attaquent à tour de rôle, une par une, comme si elles voulaient vous faire souffrir sans fin. Vous avez l'impression de mourir, mais à chaque fois qu'une entité vous attaque, la blessure se régénère instantanément. Vous essayez par tous les moyens de vous défendre, mais rien n'y fait, et il continue à vous attaquer, jusqu'à ce que vous finissiez par craquer. Vous cherchez désespérément à échapper à cette réalité. Vous nagez dans toutes les directions, à la recherche d'une sortie, ou au moins d'une personne, mais sans espoir. Les entités continuent à vous poursuivre, jusqu'à ce qu'elles disparaissent soudainement de vos yeux. Vous ressentez soudainement une immense douleur dans le dos, comme si quelqu'un l'avait poignardé. Vous sentez des coups de feu tirés sur votre visage, mais il n'y a pas de blessure. Vous sentez des dents acérées mordre votre cou, mais il n'y a aucun signe de morsure. Il vous regarde fixement, les lumières clignotent devant vos yeux. Les lumières et les motifs vous effraient et vous donnent envie de vomir. Toute la douleur de votre corps est remplacée par de l'anxiété et des crises d'angoisse. Vous manquez soudain d'oxygène et vous avez du mal à respirer. Vous vous serrez les mains pour chercher de l'air. Vous appelez à l'aide, mais personne ne vous répond. Vous sentez vos membres se déchirer, la gravité changer et toutes les lois de la physique sont défiées. Vous êtes comprimé, puis étiré, encore et encore. Le cycle se poursuit. Tout d'un coup, votre corps disparaît, réduit en miettes. Votre sang écarlate vole dans l'abîme. Votre chair et vos os volent à travers ce qui reste de vous. Vous n'avez plus d'espoir. Il n'y a plus aucun moyen de survivre. Il n'y a aucun moyen de s'échapper et aucun moyen de mourir. Vous avez été transformé en une âme perdue, condamné à errer sur la terre ferme pour l'éternité. Vous êtes plongé dans les ténèbres une fois de plus. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Je me suis encore promené dans ce niveau de type campagne. Ça me fait réfléchir. Toutes ces choses abandonnées. Vous êtes-vous déjà demandé comment les entités nous voyaient? Les entités auxquelles nous ne parlons pas. Je me demande si elles se demandent d'où nous venons. Le niveau 184, également connu sous le nom de Champ des Forts oubliés, est une étendue pittoresque mais désolée de paysages ruraux, parsemés de structures abandonnées. Son paysage agréable et dépourvu d'entités hostiles se prête bien à l'établissement d'avant-postes et de communautés. On y trouve des ressources naturelles en abondance, des terres fertiles et même des matériaux de construction. Le paysage du niveau 184 est considéré comme étrangement paisible par la plupart des gens en raison de ces bâtiments désolés et oubliés depuis longtemps, qui contrastent fortement avec le paysage rural, toujours fleurissant. Les plantes du niveau poussent, se reproduisent et meurent comme elles le feraient dans les front rooms.
indifférente au pourrissement et à la dégradation des structures voisines. Les champs de céréales sont de vastes étendues de blé, d'orge et parfois d'autres plantes céréalières comme le riz. Ces céréales peuvent être récoltées, consommées et même transportées vers d'autres niveaux en tant que nourriture. Elles peuvent être utilisées pour produire de l'avoine, du riz bouillant, de la bière et de nombreuses autres denrées alimentaires courantes. Dans ces régions, les bâtiments les plus courants sont des hangars et des maisons en bois de forme carrée. Le plus souvent, elles sont complètement délabrées et détruites, rendant leur intérieur impossible ou dangereux d'accès. Comme ils ne sont pas meublés dans les rares bâtiments accessibles, on n'a pas trouvé grand-chose d'intéressant, même pas de plancher, mais un sol en terre battue, ce qui permet parfois des plantes de pousser à l'intérieur. Les champs de colza sont en grande partie identiques aux champs de céréales. La principale différence étant la présence de colza clair et ensoleillé. On n'a jamais signalé la présence d'un objet non bâti dans cette zone. Cependant, la présence de tel objet n'est pas exclue. Les bâtiments les plus courants dans les champs de colza sont des fermes entièrement abandonnées, avec de vieilles maisons délabrées. L'intérieur de ces bâtiments est généralement assez aride, et il n'y a que peu de meubles. Les maisons sont les plus meublées, bien que les plus petites. Le mobilier comprend des chaises, des tables à manger et une cuisine. Ces dernières contiennent souvent des objets utiles, tels que des ustensiles de cuisine. Mais toute la nourriture récupérée jusqu'à présent était pourrie. Les graines de colza de cette région ont été utilisées pour produire de l'huile de colza, un ingrédient polyvalent pour la cuisine. Les gousses de colza sont récoltées par le MEG, mais la séparation et la transformation des graines sont déléguées au BNTG, qui vend 75% de l'huile produite. Les parcelles de terre non cultivées, sans culture ni grands bâtiments, constituent les régions restantes du niveau. Elles sont herbeuses et en friche, mais le sol peut être utilisé pour l'agriculture. Il est rare de voir des bâtiments sur les plaines en friche, mais certaines structures sont présentes, à savoir des clôtures et des murs. Les murs de pierre et les clôtures métalliques séparent les plaines en passerelles segmentées de manière aléatoire, se croisant aveuglément dans le paysage. Ils fournissent de la pierre taillée et du métal soudable, qui pourrait s'avérer précieux pour la construction de futures bases et avant-postes. L'avant-poste de récolte de céréales du MEG est un avant-poste nouvellement établi, qui a pour but d'utiliser les céréales du niveau 184 pour produire du riz et de l'avoine. Ils sont utilisés comme ration pour les équipes qui partent pour de longues expéditions. En ce qui concerne la bière et la farine, la plupart de ces produits sont distribués au BNTG pour être vendus ou utilisés dans la production. L'avant-poste compte actuellement 7 personnes. Il fonctionne actuellement à partir d'une école semi-réparée. Les réparations actuelles comprennent la réfection de la toiture et le rapiéçage des murs. D'autres rénovations sont en cours. Le poste de récolte de colza du MEG. Cet avant-poste agricole nouvellement établi vise à utiliser le champ de colza du niveau 184 pour produire de l'huile de colza. L'avant-poste compte actuellement 8 personnes. Ils opèrent actuellement à partir d'un hangar dégagé. Le lierre a été enlevé, la porte a été refixée et repeinte. Il est possible, quoique rare, d'accéder à ce niveau en passant par d'autres niveaux qui lui ressemblent, tels que le niveau 10, le niveau 811 ou le niveau 205. Il existe également un point d'entrée spécifique au niveau 10, qui consiste à trouver une parcelle de colza parmi le blé. On peut également accéder à ce niveau par le niveau 170, en trouvant une structure en béton particulièrement dégradée. En y pénétrant et en faisant demi-tour, le niveau 170 disparaîtra et sera remplacé par le niveau 184. Marcher le long d'une route dans la direction des panneaux routiers mènerait éventuellement au niveau 11. Marcher dans la direction opposée ne mène à nulle part. Et une fois que l'on est entré dans une structure abandonnée, une tentative de sortir peut aboutir à un transport vers un autre niveau. Jusqu'à présent, les niveaux enregistrés sont le niveau 11, le niveau 4, le niveau 10. D'accord, je suis au niveau 11. Quand j'ai quitté l'une des maisons, la porte m'a laissé ici. C'est bizarre. Cet endroit m'a rendu super introspectif. J'ai réfléchi à l'origine des bâtiments. Peut-être que ce sont des structures abandonnées de d'autres niveaux, amenées ici par un entonnoir cosmique. Peut-être qu'ils ont surgi d'eux-mêmes. Mais s'ils viennent d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi ils avaient été abandonnés. Je me demande si quelqu'un y avait pensé après leur abandon. Au bout d'un certain temps, j'ai conclu qu'ils ne devaient manquer à personne, puisqu'ils proviennent probablement du niveau lui-même. Mais cela n'a peu d'importance, puisqu'il me manque maintenant. Ballas fixa le stalagmite devant lui, profondément perplexe. Cela ne correspond pas du tout au souvenir qu'il avait de l'apparence du niveau 52.
Il jeta un coup d'œil à Conrad, qui se contenta d'hausser les épaules et de faire un pas de plus. Depuis que Balance l'avait conduit au niveau, l'atmosphère était plutôt gênante. Confetti radical est le premier à rompre le silence. Où est l'école? Elle devrait être au prochain virage. Idiot de Conrad. Peut-être on devrait vérifier la base de données? Je suppose. Répondit Conrad, qui naviguait déjà vers la bonne page, à l'aide de son Party Watch. J'adore cet endroit pour l'instant, c'est... Ballas commença, avant d'être interrompu par un bruit sourd. Sa montgolfière tomba au sol, après avoir heurté la pointe d'une stalactite. Cela n'a absolument rien d'une école. À quelle fête as-tu assisté? Conrad claqua, accompagné d'une question rhétorique. C'était une expression courante dans leur espèce. J'aurais juré que c'était une école. Peu importe. On ferait mieux de se tirer d'ici. Ça dit qu'on doit trouver un tunnel étroit pour ça. Ça a l'air chiant. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Lorsque des bruits de pas se firent entendre quelques minutes plus tard, ce fut comme si l'univers lui-même donnait une réponse. Les deux partygoers se cachèrent derrière un rocher, observant attentivement une silhouette qui s'avançait sur le bord de la falaise au-dessus d'eux, avant de se retirer dans l'ombre. Lorsque le temps fut écoulé, les chamailleries respirent, comme si elles n'avaient jamais cessé. Des fous, nous avons trouvé un humain. Alors nous pouvons organiser une fête. Tu es un clown? Nous sommes des partygoers. Nous capturons des humains et les convertissons en nos semblables. Oui, bien sûr, mais après ça, on va organiser une fête. Répond Ballas en se fendant d'un sourire, enfin un sourire rouge, déjà gravé sur son visage. Mais tout de même, Conrad, qui aimait faire la fête autant que n'importe quel partygoer, n'y voyait pas d'objection. Cependant, il était préoccupé par des questions pratiques. Comment allons-nous l'attraper? Je suppose que l'humain n'est peut-être pas un homme. Oui, c'est un garçon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bref, une idée pour l'attraper? Le piéger. Bien sûr. Piège un ballon. Je croyais que ton ballon avait explosé. Ce n'est pas le cas. Enfin si, j'en ai un nouveau. Hurla Ballas en pointant le plafond. Conrad n'y vit rien. Rien avant qu'un ballon s'élève soudainement, lâché par Ballas. Après cela, il a vu quelque chose. Un ballon au plafond, attaché à une corde, elle-même attachée à la main de Ballas. En fait, il y avait une très nette absence de ballon au plafond, que Conrad aperçut. Cette manifestation soudaine d'une absence de ballon, bien qu'expliquée et en quelque sorte causée par le ballon au plafond, n'était en fin de compte, comme la corde le reliant à la main de Ballas pouvait le suggérer, le résultat de rien d'autre que... Zut, le ballon a encore éclaté. Les stalactites ne sont pas amusants. Soupire Conrad. Mais si, j'ai plein de ballons. Et j'aime quand ils éclatent. Répond Ballas. Au bout d'une dizaine de secondes, un autre éclatement se fait entendre, puis un cri de joie, puis un soupir. C'était un miracle que les deux avaient réussi à attraper leur cible, et à lui tendre un piège, non pas parce que leur cible était loin ou difficile à trouver. Après tout, les pas mouillés indiquaient qu'ils s'étaient aventurés, dans la même impasse que les deux avaient exploré à fond, il y a une heure. Non, c'était un miracle simplement parce que les poursuivants se trouvaient être Ballas et Conrad. Mais les deux étaient là, debout derrière un rocher. Oh, et maintenant assis derrière le rocher. Et maintenant en train de se chamailler derrière le rocher. Camarade, il n'y a pas de quoi rire. Où peut-il être? Sur Terre? Certainement pas. Nous sommes dans les backrooms. C'est un idiome. Merde. C'est un idiot. Bien sûr, mais à ce stade, il pourrait tout aussi bien être sur Terre. Je vais aller le voir si je peux le voir. Ballas et Conrad jugent ingénieux le piège qu'ils ont mis en place. Une corde était attachée en travers de la grotte. En essayant d'avancer, les victimes trébuchent sur la corde et tombent. Sous l'effet des vibrations, un groupe de ballons se libère et s'envole vers le plafond. Leurs ficelles, soigneusement disposées et attachées sur le sol, s'enroulent alors autour de la victime, le laissant flotter sans défense vers le haut. La victime sera alors facile à maîtriser et à convertir en partygoer. Le piège était en effet ingénieux. Le problème, c'est que sa victime a fini par être Ballas. À sa décharge, Ballas avait pris soin d'éviter la ficelle en se rendant à la grotte. Cependant, lorsqu'il s'aventura plus loin et qu'il aperçut au loin la faible lueur d'une lampe frontale, il se précipita vers l'extérieur sans réfléchir. Alors qu'il n'ait eu le temps de réaliser ce qui s'était passé, il flottait dans un filet près du plafond, presque totalement hors d'état de nuire. Comment pouvait-il alerter Conrad? À ce stade, Conrad commençait à se méfier. Lorsqu'il entendait un bruit sec, il comprit que quelque chose s'était égaré. Conrad se précipita dans la grotte pour constater que le piège
avait complètement disparu, ainsi que Ballas. Ce qui ne manquait pas, c'était la cible du piège, qui se tenait simplement là, à fixer un rocher, une pioche à la main, et semblait ne pas avoir remarqué Conrad. Conrad comprit que sa chance était venue. Il se faufila prudemment vers l'arrière, prêt à attaquer et à convertir le vagabond imprudent. Une fois à bonne distance, Conrad bondit enfin vers sa cible. Son saut écourté. À ce moment précis, Ballas tomba du plafond, atterrissant directement sur lui. Les deux hommes roulèrent vers l'intérieur de la grotte, loin de la silhouette solitaire qui regardait toujours le mur sans rien comprendre. Soudain, ils se retrouvèrent en l'air. Après avoir roulé du haut d'une falaise, bien que la chute ait été plutôt courte, l'eau a tout de même été utile. Une fois qu'ils eurent nagé jusqu'au rivage, Conrad resta allongé sur le sol, réfléchissant, voyant sa fureur dans l'expression de son visage, ignorant que les partygoers n'en ont qu'une. Ballas savait qu'il valait mieux ne pas interrompre Conrad. Lorsque celui-ci se leva enfin pour présenter son plan, Ballas ne fut pas surpris d'apprendre qu'il avait quelque chose à voir avec les confettis, un motif courant dans les idées de confettis radicales. Cependant, comme c'était plus fonctionnel que tout ce à quoi Ballas pouvait penser, il accepta à contre-cœur. Et d'où viendront les canons à confettis? Ballas doute, toujours sceptique. Au même endroit où nous avons trouvé tous ces ballons tout à l'heure. Ah, c'est vrai, c'est logique. Mais comment allons-nous rattraper l'humain? Nous n'avons pas besoin de le faire. Il est littéralement toujours là. Répondit Conrad en pointant du doigt un mur éclairé par une lampe frontale. Le plan pouvait être mis en œuvre. Conrad et Ballas restèrent immobiles, cachés derrière un rocher. D'un moment à l'autre, le compagnon de pioche allait passer devant eux. Ils le savaient car les autres chemins étaient tous des cul-de-sac, que ce soit par la nature ou parce qu'il les avait bloqués avec des ficelles. Et une fois la cible en vue, il lança les canons à confetti sur elle, la faisant tomber dans un trou de l'autre côté du chemin. Le plan se déroule à merveille, du moins jusqu'à ce que Conrad jette un coup d'œil au canon de Ballas. Tu le tiens dans le mauvais sens. Retourne-le, Ballas. Ah, je me suis trompé. Remarqua Ballas, le fit tourner le canon à l'envers. Pas comme ça, tu le tiens par le mauvais bout. Ah, je comprends pas. Tourne-le plutôt comme ça. Dit Conrad en changeant le bout par lequel il tenait son canon. Ballas fit de même, corrigeant l'erreur. Soudain une lampe frontale apparut, et son propriétaire passa devant eux. Conrad, le plus rapide des deux, fit immédiatement feu avec son canon, mais oublia cruellement de le remettre dans le bon sens. La quasi-totalité des confettis frappa Conrad au visage, le reste volant dans les yeux de Ballas. Ballas, temporairement aveuglé, tira son canon en direction du rocher derrière lequel il se cachait. Les confettis se reflétèrent sur la pierre et revinrent sur les partygoers, les faisant tomber au sol. Après s'être réorientés et être sortis de l'énorme tas de confettis, les deux hommes furent surpris de voir que la lampe frontale brillait toujours dans leur direction. Il était clair que les bruits des canons les avaient repérés. Les deux hommes regardèrent prudemment autour du rocher et découvraient que leur cible se tenait juste là, face à eux. Plutôt, Feisling à eux. Jolie main. Ballas et Conrad. Lors d'un voyage à Bruxelles, j'ai décidé qu'il pourrait être intéressant de s'aventurer dans les phénomènes lumineux les plus obscurs de la région. Bien sûr, obscurs à prendre avec des pincettes. Pour nous, c'est quasiment du jamais vu. J'ai parcouru la base de données de Liminal Archive, puis j'ai vu cette entrée. À cette époque, ce n'était rien d'autre qu'une poignée de détails et de conseils divers. Ces informations pouvant même être datées de Rome, avec ses propres systèmes d'égouts. Le nom de l'article était « Voyage dans les égouts ». Il aurait plutôt dû s'appeler « Le pire système d'égouts jamais conçu ». Cette chose est juste horrible. Je ne sais pas si elle est consciente, mais par Dieu, elle sait comment créer l'expérience la plus terrible et inconfortable pour tous ceux qui ont la malchance de s'y retrouver. Ce seuil est assez simple en théorie, mais il devient de plus en plus complexe et horrible au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans les égouts. Vous allez traverser 5 étapes distinctes, ayant ses propres sorties et qualités. Selon l'endroit où vous souhaitez aller, vous devez vous arrêter à la bonne étape. Sinon, vous vous retrouverez dans un endroit complètement différent. J'ai détaillé chaque étape, de sorte qu'il devrait être assez simple de trouver celle que vous devez atteindre ou d'abandonner. Chaque étape est plus dégoûtante que la précédente. Je vous recommande d'imprimer ce document et de le mettre dans une sorte de pochette étanche, car je vous déconseille fortement d'apporter quoi que ce soit d'électronique, car cela risque juste de ruiner votre téléphone, quoi qu'il arrive. Une fois que vous êtes à l'étape souhaitée, cherchez la bonne sortie dans le plafond. Tous les égouts n'ont pas le même type de sortie, mais je pense que la plupart d'entre eux ont des plaques d'égout. Elles sont généralement étiquetées, bien que je ne sois pas sûr de savoir qui a pu mettre les étiquettes. Mais quand il s'agit d'espaces liminaux, ils suivent nos propres classifications. Cela peut prendre un certain temps avant de trouver la destination souhaitée, mais elles semblent toujours apparaître
quoi qu'il arrive. Je l'ai testé avec quelques lieux de Liminal Archive, et j'ai toujours réussi à trouver la bonne bouche d'égout. L'étape 1, à savoir l'égout délabré. Cette étape a simplement l'apparence d'un égout normal et délabré. Il n'y a pas encore de propriété liminol. Rien ne peut être accédé à cet endroit. Vous devez voyager plus profondément pour atteindre une destination. L'étape 2 sont les déchets pourris. À ce stade, le réseau d'égouts commence à s'éroder. Les déchets pourris recouvrent le sol et soignent des fissures des murs. La sensation de se frayer un chemin dans la pourriture est très pénible, quelle que soit la manière dont on essaye de passer. Si vous quittez à partir de cet endroit, vous pourrez accéder à toute ville de la réalité possédant un système d'égout. L'étape numéro 3, odeur inéluctable. À l'étape 3, la pourriture sur le sol devient plus épaisse et plus putride. Il est plus difficile et plus dégoûtant de se frayer un chemin à travers le sol, et l'odeur est à vomir. J'ai essayé de me boucher le nez pour éviter l'odeur, mais j'ai commencé à avoir le nez qui coule et les bouchons glissés. Il n'y a aucune chance que ce soit une coïncidence. Ce putain de système d'égout m'a donné le nez qui coule pour que je ne puisse pas éviter l'odeur. Si vous explorez cet endroit, ne vous attendez pas à pouvoir vous échapper des odeurs. Ici, vous pourrez accéder à n'importe quelle ville de n'importe quel limb space qui dispose d'un système d'égout. L'étape 4, à savoir la pourriture acide. À ce stade, les eaux usées en décomposition s'élèvent jusqu'à la taille. Au fur et à mesure que j'avançais, elle commençait à devenir plus acide et à brûler mes vêtements. J'étais terrifié et je pensais qu'elle allait me brûler la peau, mais elle a brûlé que mes vêtements et épargné ma peau. Le seuil a juste fait en sorte que je sois obligé de sentir les ordures en décomposition avec ma peau nue. L'égout est diabolique. C'est un putain de mal. À partir d'ici, vous pourrez atteindre n'importe quel espace liminaux qui n'ont pas de système d'égout. L'étape 5, à savoir la chair horrible. À l'étape 5, j'ai failli m'évanouir. Les murs se sont transformés en chair monstrueuse, soitant le pu et les déchets corporels. Je pouvais sentir le sol sous mes pieds alors que je pataugeais dans la pourriture et le sol était couvert de dents et de doigts coupés. Des cheveux humains dégoulinaient du plafond comme des lianes. C'était trop affreux. J'ai dû faire demi-tour après avoir vérifié quelques bouches d'égout. Ici, vous pourrez accéder à n'importe quel endroit. Enfin, semble-t-il, je ne me suis pas attardé ici assez longtemps pour en être sûr. Ne voyagez pas aussi profondément pour connaître l'étape 6. Cela n'en vaut pas la peine. Cela n'en vaudra jamais la peine. Aucune destination ne vaut la peine d'être atteinte au prix d'un tel sacrifice. Ne laissez pas les vagrants, un groupe d'archivistes qui explorent les espaces liminaux à des fins religieuses et spirituelles, vous convaincre du contraire.